le Pentagone à Washington, centre nerveux de la défense américaine. C'est le plus grand bâtiment administratif du monde. Cerveau ou pieuvre, ville dans la ville, État dans l'État, en tout cas personnification de la guerre américaine et en ce moment de la guerre au Vietnam. C'est l'endroit du monde où la densité en militaires au kilomètre carré est la plus forte, à l'exception des cimetières. En le prenant pour cible, les manifestants du 21 octobre rompent avec la tradition des marches platoniques. C'est peut-être à Washington la première manifestation véritablement politique. Il ne s'agit plus seulement de défiler, mais d'affronter. Les organisateurs ont même l'ambition de paralyser pour un moment la machine de guerre. Le mot d'ordre est donc action directe. Ils étaient plus de 100 000 réunis à Washington, mais ce qui est plus important, c'est que 35 000 d'entre eux, et c'est le chiffre officiel, ont participé à cette action directe. Avec toutes sortes de nuances, bien entendu, qui vont de la pensée de Gandhi à celle de Fidel Castro. Mais à l'origine de ce siège du cerveau des cerveaux militaires, un modeste cerveau militant, le quartier général de la mobilisation à New York. On Saturday, one way or the other, and to see if there are people that want to get tickets from you to come back. But unless you want to come down here and buy a ticket. And it's supposed to come back Sunday? Yeah, okay. But you must be back tomorrow afternoon and for Saturday. How many people are going down to Washington? Anyone know? Parmi d'autres affiches, sur les murs de cette permanence, la fameuse citation du général Key. Au Vietnam, il nous faudrait 4 ou 5 Hitler. À Washington, le 20 octobre, de jeunes nazis distribuent un tract « Gazez les Viettes ». Ces regrettables spécimens ne sont pas très nombreux aux États-Unis. Mais pour l'essentiel, leur argumentation est la même que celle des généraux. La cérémonie qu'ils essayent de troubler se répète de plus en plus fréquemment à travers le pays. Des prêtres, des écrivains, des professeurs viennent soutenir les appelés qui refusent de porter l'uniforme et qui renvoient par paquets leur livret militaire au ministre de la Justice. À New York, 183 insoumis. En Californie, 351. À l'université de Yale, 25. Le temps de la protestation individuelle est dépassé. Un cordon de police encadre la cérémonie et veille à ce que, démocratiquement, toutes les nuances de l'opinion puissent s'exprimer. Pour l'instant, la nuance la plus bruyante est celle des nazis, condensée en une formule « faut tuer tous les cocos ». Ce jour-là, à Washington, à la veille de la marche de la paix, près de 1000 livrets militaires seront déposés solennellement au ministère de la Justice. Pour le jeune Américain d'aujourd'hui, c'est l'engagement le plus grave. Il coûte 5 ans de prison. D'ailleurs, ça bouge partout. Même dans une université jusqu'ici très calme, comme celle de Brooklyn. Des recruteurs de l'armée sont venus prêcher pour la guerre. Un groupe a commencé de manifester contre eux. Le gouvernement a envoyé la police. Et du coup, même les non-engagés se sont solidarisés pour faire respecter la liberté universitaire. Et par là, ils ont commencé de découvrir les raisons des engagés. L'éternelle stupidité des pouvoirs. C'était une université apathique, me dit un étudiant. Elle est devenue militante. Ils ont pris des sanctions contre un petit groupe d'opposants. Résultat, ils ont toute l'université contre eux. The administration has tried to suppress a small group of protesters. Instead, they've created a whole campus of protesters. Get in his eyes! We don't want to hear you! C'est d'universités comme celle-ci que sont partis les manifestants de Washington. Certains déjà engagés, les autres solidaires, mais tous politiquement conscients. À Washington, c'était l'été indien. Chez nous, cela s'appelle l'automne. Premier moment fort et inattendu. John Wilson réclame une minute de silence à la mémoire du Che Guevara. Che Guevara! Che Guevara!
Le Che n'est pas seulement le héros des Noirs et des Portoricains. Son portrait et son nom reviennent à travers toute la manifestation. Il est le dénominateur commun de la lutte contre la guerre au Vietnam, de la révolte des Noirs, de la solidarité avec le tiers-monde, de la volonté de transformer la société. Au dos de sa pancarte, paix immédiate, une jeune noire a écrit « La ville de Detroit a flambé, ça pourrait arriver à la vôtre ». Le révérend Coffin, aumônier de l'université de Yale, fait une prière pour la paix. Prendront également la parole Dave Dellinger, la sœur de Malcolm X, John Wilson du SNCC et le docteur Spock. Les discours alterneront avec le spectacle. Un mimodrame pacifiste, dont la morale est la suivante. Si vous donnez aux militaires tous les pouvoirs pour vous défendre, qui vous défendra des militaires ? Le trio Peter, Paul and Mary. Incroyable pays que l'Amérique, où le téléphone est compréhensible et où les chanteurs engagés ont du talent. Tout ça commence comme une grande partie de campagne. Les transistors diffusent des nouvelles de la Troisième Guerre mondiale. Vietnam, Bolivie, Israël. Un autre mimodrame pacifiste. Soudain, quelques jeunes nazis attaquent la tribune. Le leader noir John Wilson conclut. Vous commencez à savoir ce que c'est que d'avoir des flics blancs en face de soi. Nous, on sait ça de naissance. Alors bienvenue dans la famille. Et la foule scande avec lui. Hell no, we won't go. Rien à foutre, on n'ira pas. Et la marche sur le Pentagone commence. Un groupe chante le célèbre refrain de Tom Paxton. Lyndon Johnson a dit « N'ayez pas peur, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre, non, non. Mais on envoie 500 000 hommes pour protéger le Vietnam des Vietnamiens. »
Il y a des déguisements, il y a des hippies, mais la grande majorité se compose de très jeunes étudiants. Ils n'ont plus ce visage lisse que nous leur avons connu en d'autres temps. À l'époque, ils se ressemblaient tous. Aujourd'hui, ils sont plus vraiment graves, plus vraiment gais, plus vivants. Aux limites du Pentagone, le cortège est accueilli par un prêtre monté dans le baquet d'une grue hydraulique et qui prêche contre le communisme athée. À ses pieds, une pancarte déclare « Faites la guerre d'abord, l'amour après ». Soudain s'élève le chœur des hippies. Et c'est un haut moment de folie américaine. Le curé anathémisant, les haut-parleurs dialectisant, et les hippies exorcisants. Car les hippies ont décidé de chasser les démons du Pentagone. Ils avaient demandé aux autorités la permission de faire léviter le Pentagone à 300 mètres au-dessus du sol. Ils n'ont obtenu l'autorisation que pour 10 mètres. Les groupes les plus décidés veulent tâter les défenses du service d'ordre près des bâtiments. Casques de motards et drapeaux Viet Cong au vent, tout ça prend un petit air Azincourt. Au premier contact, les chefs de file rappellent les consignes. Rester non violent, ne pas chercher l'incident. Mais parmi leurs troupes, beaucoup considèrent que la manifestation n'aura de sens que s'ils franchissent délibérément les limites fixées par le gouvernement.
Après les premières bousculades, une autre vague se présente, celle des anciens combattants. Certains de la guerre mondiale, mais d'autres beaucoup plus jeunes, déjà anciens combattants du Vietnam. Ils viennent jeter des poignées de tracts à la face des soldats. D'autres ailes se déploient. Ce n'est plus une partie de campagne. La foule commence à presser le service d'ordre de toutes parts. Les soldats sont nerveux. Derrière chaque section, on aperçoit le porteur de gaz lacrymogène. Les mégaphones exhortent les manifestants. Le moment de l'action directe est venu. There's a march moving in the other way, but next time we've got to be a little more prepared and use our imaginations a little more in what we do. Et c'est la percée. Sur un moment de flottement du service d'ordre, un groupe de manifestants s'aperçoit qu'il n'a pratiquement plus personne devant lui. Il fonce vers une des portes du Pentagone. Une dizaine ont pénétré dans le hall. Ils sont vidés par des commissaires de police casqués. C'est un de ces gosses désarmés qui crie aux flics casqués « Mais tu as peur, mon gros !» Les soldats contre-attaquent.
Et à partir de là, chacun reste sur ses positions. C'est alors que Marc Ribot a photographié cette scène étonnante. Une femme fait le geste d'offrir une fleur aux soldats, puis la jette à leurs pieds et les défie. Aucun de vous n'aura le courage de ramasser une fleur. Un autre groupe fait l'escalade de la terrasse du Pentagone avec des cordes, comme aux croisades. Ils n'iront pas plus loin, mais occuperont la terrasse toute la nuit. Dernier défi, plusieurs dizaines de jeunes gens brûlent leur livret militaire. Et la nuit tombe sur le dernier carré des manifestants. Leurs chefs ont été arrêtés, et ces gosses livrés à eux-mêmes vont créer entre eux quelque chose qui ressemble à une volonté commune. Celle de tenir le terrain, d'organiser les initiatives, de faire aux soldats une conférence sur la guerre au Vietnam. Quand le jour se lève, la poignée de ceux qui ont vécu cette nuit a l'impression très nouvelle d'avoir franchi une étape. De l'attitude politique, ils sont passés au geste politique. D'autres ont passé la nuit en prison. Prison confortable, avec télévision et sandwich, qui étonnerait bien les habitués des manifestations parisiennes et des nuits au poste. Mais là encore, un rite a été brisé. À côté des célébrités emprisonnées, l'écrivain Norman Mailer, la cinéaste Shirley Clark, des gosses ont fait leurs premiers pas dans l'insécurité, dans la responsabilité. Une fois rentrés dans leur campus, la marche de Washington deviendra la date d'une mutation. Désormais, il ne s'agira plus tant de manifester que de s'appliquer à changer l'ordre des choses. Les actions proposées maintenant dans les universités s'en ressentent. Interdire l'accès du campus aux recruteurs de l'armée, aider concrètement les insoumis, perturber le fonctionnement des centres de recrutement, bref, résister au lieu de protester. Quel effet tout cela aura-t-il sur la guerre d'abord, sur l'évolution de la société américaine ensuite? Il peut paraître dérisoire de le mesurer aujourd'hui. Mais le moins qu'on puisse dire de cette fraction de la jeunesse des universités qui s'est exprimée à Washington, au milieu d'un pays troublé et lassé par une guerre sans issue, c'est ce que nous disait d'elle-même une jeune manifestante de 15 ans, après cette nuit passée sur les marches du Pentagone. J'ai changé. It takes a real man to say no.